Et salut tout le monde et bienvenue pour ce numéro 27 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme 8 titres, 4 issus de DC Comics, le numéro 1 de Justice League Unlimited, le numéro 2 de Absolute Wonder Woman, le numéro 1 de Batman Santa Claus Silent Night Returns, et le numéro 1 de Black Canary Best of the Best. Et on enchaînera avec 4 titres également issus de Image Comics cette fois, avec un bon segment Ghost Machine, avec le numéro 1 de Hornsby and Hallow, le one-shot Devil It Happened on High Street, justement High Street le numéro 2, et on terminera avec le numéro 8 de Feral. Donc voilà, un programme somme toute assez chargé, comme à l'accoutumée. Et on commence sans plus attendre avec le Justice League Unlimited. Waouh, ça brille. Attention, c'est... j'ai complètement craqué, une wraparound Fold UV. Alors je sais pas si ça se voit bien. En tout cas, c'est évidemment une wraparound de Daniele Sampere, qui nous montre un petit peu pas mal de membres de la Justice League Unlimited, puisque vous le savez. Cette nouvelle série, donc, de Mark Waid au scénario et Dan Mora au dessin, Tamra Bonvillain à la colorisation. Voici la cover dite plus classique. La Justice League Unlimited, qui nous avait été un petit peu teasée déjà à la fin de Absolute Power. On en avait parlé un petit peu dans l'émission d'Encre et de Bulle sur la chaîne de Mindphobia. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On avait parlé de The Question All Along the Watchtower, où justement un petit peu, il était question justement d'une sorte d'introduction à la Justice League Unlimited. On nous faisait un petit peu une visite guidée. Là, on va avoir une visite guidée, mais encore plus forte. Donc, on a la Justice League un petit peu justement qui est en train de s'exercer. On a pas mal de membres qui s'émerveillent, qui trouvent ça assez extraordinaire, les ressources. Et on va suivre en fait Airwave qui est voilà un super-héros assez méconnu, qui a sa carte de membre. Et en fait, c'est à la fois l'atout et les limites un petit peu de cette nouvelle Justice League, c'est qu'un petit peu n'importe qui et tout le monde peut avoir assez facilement accès en fait à cette Justice League Unlimited. On donne une carte de membre à n'importe quel super-héros. Le but, c'est des ressources un peu illimitées, justement. Et c'est assez intéressant. Donc, on a Flash qui va faire un petit peu une visite guidée à Airwave un petit peu, et on en profite, nous, en tant que lecteurs, évidemment, pour participer à cette visite guidée. Sauf que nous, on n'a pas forcément les séquelles de la rapidité de Flash, puisque forcément, et ça, Dan Mora, quel plaisir, quoi, pour les yeux. Le rendu de la vitesse de Flash est assez impressionnant. Donc on nous montre un petit peu tout ça, on nous montre justement le chef de la sécurité en la personne de Question, on nous montre différentes personnes, et ça c'est assez intéressant. À côté de ça, on voit que la Justice League, en fait c'est vraiment intéressant, c'est que on a vraiment, on sent que ça fourmille là-dedans, c'est qu'évidemment il y a énormément de membres, et c'est assez impressionnant. Notamment il y a une image qui est très chouette que je voulais vous montrer, hop, où vraiment voilà on a un aperçu un petit peu de toute la Justice League et c'est assez impressionnant. Je vous l'avais déjà montré, mais c'est ici. Hop. Donc forcément, on voit un petit peu tout le monde aux affaires, avec la voix de Red Tornado qui donne les instructions, qui dit voilà, tiens, Aquaman, un tel, hop, allez là-bas, il y a un souci. Tiens, Superman prend 3-4 membres et va faire ça. Enfin, il y a vraiment, c'est génial, quoi. On sent qu'il y a beaucoup de vie, que ça vit en dehors du bouquin. Moi, j'aime beaucoup ça, quand les histoires, on sent qu'il y a une vie qui fourmille avant nous et après nous. Évidemment, nous, on a le pendant. Et donc, comme je vous le disais, il y a la Justice League qui est plutôt affairée en fait à une menace plutôt inconnue, plutôt compliquée. Donc, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et Airwave, lui, un peu mis sur la touche, il est frustré. Il demande absolument à Red Tornado d'être impliqué. Sauf que Red Tornado dit que non, il n'a absolument rien à y faire. On va voir comment Airwave va réussir à sortir son épingle du jeu et à contribuer un petit peu, même à sauver une vie, ce qui n'est pas anodin. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez touchant. On a l'introduction d'une menace assez intéressante qui a l'air d'être très importante. De toute façon, la Justice League, on va pas faire la petite, voilà, le petit voleur de sac à main de vieille. C'est pas vraiment ce qui va nécessiter l'intervention de la Justice League. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus conséquent. Une menace qui s'appelle, je vais pas vous le révéler, je vais juste vous dire que c'est le nom d'un event Marvel chez les X-Men notamment, qui a été repris récemment. Et donc vraiment on a l'introduction de cette menace qui est très intéressante, et on a évidemment un cliffhanger en plus, qui est aussi lui assez intrigant. Donc on a vraiment déjà une piste principale et puis une autre intrigue en sous-tiroir. Donc vraiment là, Mark Waid il nous parle déjà de ça. Moi franchement je suis complètement happé, j'ai trouvé que c'était un numéro hyper efficace,
J'ai pris mon pied. J'ai trouvé que c'était, comme je vous le disais, qu'il y avait beaucoup de vie dans cette Justice League, toutes ces petites équipes qui intervenaient en fonction des urgences. Voilà, cette nouvelle menace qui a l'air assez intrigante, et on voit bien que bah, visiblement ils sont pas forcément de taille, ou en tout cas bah, c'était pas forcément une mauvaise idée de faire la plus grosse Justice League possible. Ah, mais peut-être que c'était quand même pas forcément la meilleure des idées, dans le sens où tout le monde, je dis bien tout le monde, peut y avoir assez facilement accès. Donc vraiment, tout est assez intriguant, tout est assez intéressant pour moi. Toutes les bases là sont posées, j'ai très très hâte de lire la suite, hein. Donc bah voilà, je vous en parlerai évidemment lors du prochain numéro. On enchaîne avec Absolute Wonder Woman. Là, je vous présente une variante cover de Joël Jones. J'ai pas pu résister. Je la trouve assez jolie, assez éthérée et poétique. Là, vous avez la cover plus régulière de. Bah, je crois que c'est Eden Sherman qui fait les covers, ouais, c'est ça. Donc voilà. Toujours cette Diana assez badass avec cette espèce de grosse épée pourfendeuse de dragon. Hop, petite dédicace à Guts. D'ailleurs, Manga Saucisse, bien sûr, allez vous abonner à Manga Saucisse et allez jeter un œil à Berserk l'Odyssée. Il y aura bientôt le deuxième, le numéro 2, hein, le 14 décembre, en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là. Donc je vous parle de Absolute Wonder Woman, c'est évidemment toujours Kelly Thompson au scénario, c'est Aidan Sherman, je vous le disais, au dessin, et c'est Jordi Belair, la fameuse, à la colorisation. Donc on avait un numéro 1 qui était une introduction plutôt intéressante, où on nous montrait un petit peu les différentes origines, du coup forcément de Diana, qui n'a pas été élevée sur l'île de Themyscira, mais qui a été élevée par quelqu'un d'autre. Sa mère n'est pas Hippolyte, mais quelqu'un d'autre. Donc on voyait un petit peu ça, on la voyait arriver à dos de Pégase. Et d'ailleurs, dans ce numéro, on va nous rappeler un petit peu bah, les véritables origines du Pégase, et pourquoi eh ben, c'est ainsi qu'il est représenté, et c'est ainsi qu'il accompagne Diana. Donc c'est vraiment intéressant, là-dessus on va avoir quelques petites informations. J'aime bien vous montrer ça à chaque fois, puisque tous les arcs a priori d'Absolute sont en 5, en tout cas des 3 premières séries qui ont été lancées, à savoir les séries de la Trinité, hein, Batman, Wonder Woman et Superman, sachant que bah, ça a été annoncé, on va avoir du Flash par Jeff Lemire, du Green Lantern par Harley Wing, et du Martian Manhunter, notamment par Javier Rodriguez, ce qui m'intrigue énormément. Et là, ce que j'ai trouvé assez génial, c'est que, bah parce que ils vont se retrouver, Diana et Trevor, ils vont se rappeler un petit peu à leur rencontre. Et là, moi en tant que lecteur, j'ai tout de suite été pris de panique en disant oh non, 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 on va se taper un épisode Remember, la rencontre Diana-Trevor. Bon, ça va pas forcément me fasciner. Et ben non, c'est pas forcément ça. C'est fait de manière assez intelligente. Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément une énorme différence en fait finalement entre la fois où Diana rencontre Trevor sur l'île de Themyscira et la fois où elle la rencontre dans, on va dire, cette autre situation et cet autre environnement. Mais on a vraiment quelque chose que je trouve qui est très efficace, qui fonctionne très bien entre les deux. On a vraiment un jeune Steve Trevor et à ce moment-là, et les retrouvailles n'en sont que plus fortes et très efficaces. On a aussi une Wonder Woman, et ça c'est assez génial, face aux autorités militaires. Et là, on l'a vu de manière pas forcément très subtile avec Tom King. Bon, là, c'est pas forcément beaucoup plus subtil non plus, vous me direz. Mais encore une fois, voilà, tout le bagou, tout le sens de la réplique de Diana fait mouche. Hein, c'est vraiment énorme. Voilà, sans chaîne ni maître. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui franchement n'a peur de rien, ou presque. Hein, parce que là, justement, on va en parler. Et c'est ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est-à-dire que on a vraiment, comme par hasard, Wonder Woman qui a réussi à sauver un petit peu cette côte en éloignant la menace, qui était une sacrée menace, hein, des espèces de gros monstres qui s'apparenteraient plus ou moins à des paradémons. Mais vraiment, on ne comprenait pas trop d'où pouvait venir cette menace-là. Et forcément, bah, ça n'a fait que... Voilà, c'est un petit peu ces monstres-là, là, vous pouvez les voir. Évidemment, elle a beau avoir sauvé la situation de tout le monde, bah, ça ne fait que inquiéter le pouvoir mis en place, et notamment les institutions militaires, qui voudraient évidemment soit la récupérer en tant qu'arme, ou soit lui dire oh, qu'est-ce que tu fais, cocotte, laisse-nous gérer. Sauf que elle a beau les prévenir, elle leur dit vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, hein. Et moi non plus d'ailleurs. Donc, donc voilà, on a vraiment quelque chose de très intriguant qui va arriver. On a vraiment une représentation bah, que je ne vous révèle pas parce qu'elle fait partie évidemment du plaisir de la découverte de ce numéro 2. Bah, voilà, pour tout vous dire, c'est peut-être ma lecture de la semaine. Ça a été un énorme coup de cœur. Autant de numéro 1, je l'avais bien aimé déjà. J'avais trouvé que c'était des origines qui étaient bien faites, notamment les doubles pages d'Aiden Sherman qui étaient plutôt efficaces, notamment dans la composition aussi. Il nous proposait quelque chose d'assez intéressant. Là, c'est encore la même chose. Les premières pages, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, Aiden Sherman, je suis pas fan. Et finalement, il a encore rattrapé le tout avec un vrai storytelling, une vraie composition qui est assez intéressante. Et en plus, ce numéro, il est hyper efficace, que ce soit
les rappels de la rencontre Diana Trevor, ou même la menace imminente qui nous est teasée. Franchement, j'ai trouvé que c'était d'une efficacité redoutable, donc excellent numéro que ce numéro 2 d'Absolute Wonder Woman. On continue. On continue avec Batman Santa Claus Silent Night Returns. Et oui, rappelez-vous, on avait eu du Silent Night. Ils sont un petit peu loin. Mais voilà, il y avait eu du Silent Night. Bon, je peux vous les attraper quand même. Non, ils sont trop loin. Les 4 numéros l'année dernière, c'était vraiment pas mal. C'était Jeff Parker au scénario et Michel Bandini au dessin. Excellente Michel Bandini qu'on a retrouvé depuis, je crois, soit dans les backups de Batman ou peut-être un ou deux épisodes filler, je ne me rappelle plus. Là, vous avez évidemment une cover de Dan Mora. Dan Mora qui avait fait d'ailleurs toutes les covers de Silent Night. Donc c'était une association Batman Santa Claus avec Krampus notamment, qui était vraiment sympa. Cette fois, c'est c'est Bernard Chiang qui fait les covers régulières. Donc je vous la montre quand même, parce que vous le savez, derrière les variantes covers, nous avons les covers régulières maintenant. Et donc c'est Jeff Parker, encore lui, au scénario, mais cette fois c'est Lucas Kettner au dessin, et c'est Marcello Maiello, à la colorisation. Quelqu'un qu'on avait déjà vu avant. Voilà, le titre de l'épisode c'est The Eternal Crusade. Et donc on a forcément l'irruption d'une menace, une menace qui a l'air assez costaud. Pendant ce temps-là, forcément, on a la Justice League qui essaie d'intervenir. Et qu'est-ce qui va nous raconter un petit peu cette intervention de la Justice League? C'est Damian Wayne, qui va voir Zatanna et qui demande de l'aide. Suite au récit qu'il fait un petit peu et des difficultés qu'ont eu les différents membres de la Justice League face à cette entité inconnue, Alors, vous pouvez reconnaître Mera, Nubia, il y a Damian, il y a Batman, il y a Green Lantern, c'est John Stewart, Superman évidemment, et Thunderheart aussi. Thunderheart qui fait partie de la Flash Family, que je ne connaissais pas forcément, mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Flash, et j'en ai lu assez peu même. Donc comme vous pouvez le voir ici, les dessins sont franchement hyper convaincants. Donc on va avoir Damian qui fait ce récit, et qui demande de l'aide à Zatanna en lui expliquant un petit peu les différentes difficultés qu'ont pu avoir la Justice League face à cette entité. Moi je trouve que la colorisation fonctionne très bien, les dessins, ça fait vraiment très conte de Noël, très chaleureux et en même temps hyper badass, parce que Santa, c'est pas n'importe qui, il a notamment été un des formateurs maîtres de Batman, et oui, donc ce n'est pas rien. Donc Robin lui parle d'un certain symbole qu'arborerait cette entité. Évidemment, là Santa Claus va expliquer un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre cette menace et sa propre expérience. Et donc on va voir tout ça et ça va être vraiment très intéressant. Donc je vous en révèle pas plus, mais en tout cas c'est plutôt intriguant. Encore une fois, la mini Silent Night en 4 numéros l'année dernière était franchement réussie. Là je crois que ça va être en 4 ou en 5 pareil, de manière hebdomadaire, ça va sortir chaque semaine. Et franchement c'est un épisode que j'ai trouvé super réussi, super divertissant, même assez drôle par moments, notamment un moment que j'ai trouvé excellent ici. C'est-à-dire Mera qui rapporte Thunderheart parce qu'on pensait qu'elle était peut-être portée disparue, voire malheureusement qu'elle avait été victime de cet affrontement. Et Yanubia qui dit merci Hera, quoi, évidemment, par rapport à la mythologie grecque. Et tu veux dire Mera, moi c'est Mera. Donc moi, entre autres, ça m'a fait rire. Il y a pas mal de choses que je trouve très drôles, très bien. Et on a un cliffhanger qui est plutôt intéressant, qui nous promet justement les épisodes à venir, un petit peu l'enjeu à venir. Assez efficace. Ma foi, c'est un numéro que j'ai trouvé vraiment plutôt bon, quoi. Moi, j'ai vraiment passé un super bon moment. Et on a aussi, je peux vous le montrer vite fait, une petite preview du numéro 1 de Two-Face, dont on parlera bientôt, dans d'encre et de bulles, de Christian Ward au scénario, mais c'est pas lui là que vous voyez au dessin. C'est, je regarde parce que je le connais pas forcément, oui, Fabio Veras, et c'est Ivan Placencia à la colorisation, ce que vous avez vu de ces petits aperçus de Two-Face. Bref, pour revenir à ce numéro-là, j'ai vraiment trouvé que c'était très efficace. Un bon récit de Noël dans l'univers d'ici et dans l'univers magique. Avec un petit folklore qui perdure et qui est franchement efficace. Il y a un petit lien qui est fait avec la série précédente, qui nous l'est rappelé en plus, mais vous pouvez y aller, même si vous n'avez pas lu Silent Night, mais je vous le conseille quand même, ça doit être trouvable assez facilement en TPB. J'enchaîne avec le dernier numéro DC Comics de la semaine, Black Canary Best of the Best, scénarisé par Tom King. C'est pas pour lui que j'y suis allé, je préfère vous prévenir, c'est plutôt pour Ryan Sook au dessin et pour Dave Stewart à la colorisation. Oui, j'ai l'air chafouin là. En fait, Tom King, c'est pas que c'est un auteur que j'aime pas, c'est un auteur qui m'agace très souvent et qui souvent me plaît quand même. Donc c'est pour ça que je continue et que j'y retourne. On avait vu cette planche sans texte et on avait un peu hurlé à la fumisterie. Bon, avec du texte, ça passe beaucoup mieux quand même, puisque c'est
C'est la planche de crédit, on va dire comme ça, et que ça fonctionne plutôt bien. Tout l'épisode reprend un style d'écriture qui plaît particulièrement à Tom King, à savoir que vous allez avoir une narration qui n'a rien à voir avec les planches. C'est-à-dire que toute la narration, quasiment, c'est les commentateurs d'un affrontement à venir entre Dinah Lance, Black Canary, et Sandra Woosan, dite plus communément Lady Shiva. Donc on a un affrontement pour savoir quelle est la meilleure des combattantes à main nue, sachant que la magie ou les pouvoirs ne sont pas autorisés. Et on va avoir vraiment tous ces commentateurs qui sont d'une lourdeur, encore une fois, mais inimaginable. C'est-à-dire que je regarde du sport, et notamment des retransmissions en direct aux États-Unis, et je regarde en version originale, en anglais, notamment du basket, mais ils sont pas aussi lourds ni pénibles, les commentateurs, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc encore une fois, il y a une surcouche, comme d'habitude. Et pourquoi pas, à côté de ça, on voit Dinah Lance qui rend visite à sa mère. C'est à elle qu'elle demande de l'aide pour la préparation de ce combat. Aussi bien de l'aide, parce que c'était l'ancienne. Alors je sais plus, c'est pas Black Canary, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça va me revenir. Black. Oui, je crois que c'était Black Canary, mais je sais plus. Oui, c'est ça, c'était l'origine Black Canary, mais c'était Dina Drake, évidemment, excusez-moi. Et donc, forcément, il va y avoir un petit peu ce lien mère-fille qui peut être vraiment très chouette, même si il y a une espèce de révélation concernant la mère qu'on voit venir à des kilomètres, et que je trouve qu'elle n'est pas si émouvante que ça, en tout cas moi qui ne m'a pas touché. Le combat, le peu de casse qu'on voit du combat, c'est vraiment super beau. Ryan Sook il est en forme. Une autre idée, qui est plutôt bonne, allez, je lui accorde à Tom King, c'est que on a beaucoup de scènes de combat qui sont montrées différemment, notamment soit via la télévision, soit en gros plan, notamment par la télévision, par des spectateurs qui encouragent Dinah Lance à fond. Ça, j'ai trouvé vraiment, c'était très chouette. Il a fait respirer son dessinateur, Tom King, bravo à lui. Et vraiment, cet affrontement, il est assez chouette parce qu'il y a pas mal de choses qui nous sont montrées et pas mal de choses qui nous sont narrées, donc hors champ. Donc il y a tout un moment où on nous raconte des moments très importants du combat, mais qu'on ne va pas forcément voir. Et ça, c'est plutôt une bonne idée parce qu'on nous montre autre chose qui est tout aussi important. Et honnêtement, ouais, c'est un numéro à la Tom King. C'est-à-dire, moi, il m'a plutôt agacé ce numéro-là, et je pense que je vais pas poursuivre. Parce que je retrouve tous ces tocs d'écriture qui sont insupportables, en tout cas que moi, je ne supporte plus. J'en ai un petit peu marre. Je comprends pas l'intérêt d'avoir fait ça. C'est-à-dire que dans tout ce que nous disent les commentateurs, ça peut être résumé, franchement, honnêtement, en 10 lignes, même pas. C'est-à-dire qu'en gros, Lady Shiva est largement favorite. Black Canary a que très peu de chance. Et s'il devait se risquer un pronostic, elle va perdre dès le premier round. Bon, super. Et en fait, ce que le comics nous dit, c'est tout ce qu'on est prêt à faire, notamment compromettre à la fois sa morale, son éthique, ou un petit peu ses principes, pour notamment de l'argent, pour notamment une aide médicale. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, qui n'est pas inintéressant, mais qui est un principe scénaristique assez classique. Et honnêtement, j'en ai marre. Enfin, si vraiment tout le comics, best of the best, ça va être juste le combat en plusieurs rounds, etc., pour voir est-ce qu'elle va respecter ses engagements ou pas, et qu'on va continuer de nous montrer les relations mère-fille à travers l'évolution du combat, ça va vite me gonfler. Donc il est très probable que j'arrête là. Voilà, je pense que je vais même arrêter de Tom King ici. Je crois que je vais arrêter de continuer. C'est pas un auteur pour moi. Je peux comprendre qu'il plaise beaucoup, mais moi je trouve lourd en fait. Vraiment, je le trouve lourd, je trouve qu'il en fait trop. Il y a très peu de récits qui m'ont énormément convaincu de sa part au final. La vision, clairement, j'adore la vision. Mais c'est un des rares. Même Love Everlasting, qui est un comics que j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé le troisième arc. Il y a aussi des lourdeurs sur certains épisodes, des choses que je trouve pénibles. Donc vraiment, je vais me poser des questions, mais Tom King, je crois que je vais arrêter d'aller dessus parce que c'est pas pour moi. Voilà. On enchaîne avec Cathy d'Image Comics. On commence Ghost Machine avec Family Odysseys. Vous vous souvenez? Hop. On avait déjà parlé de Rocket Feathers. Alors c'est un petit peu un univers, mais c'est pas forcément des séries qui se côtoient. Mais voilà, donc Family Odysseys, on avait Rocket Fellows que j'avais beaucoup aimé, dont je vous ai déjà parlé dans l'issue de secours précédent. Et cette fois, c'est Hornsby and Hollow. Là, je vous présente la couverture de Evan Rice. J'ai un gros problème avec cet artiste. Je prends absolument toutes ses covers. Parce que la cover régulière, évidemment, je crois, de Peter Sneiberg, qui est le dessinateur régulier. Donc oui, c'est de Peter J. Tomasi au scénario. C'est donc Peter Sneiberg au dessin. C'est John Callis à la colorisation.
Donc voilà, Hornsby and Hallow. On nous présente tout simplement Rose d'un côté et Zachary de l'autre, et qui ont un petit peu des destins croisés, c'est-à-dire que chacun est un petit peu le digne héritier, le successeur un petit peu du trône, que ce soit des enfers ou du paradis. Donc c'est en fait, c'est parce qu'il y a ces menaces respectives qu'il y a une trêve depuis longtemps entre le paradis et l'enfer. Et du coup, afin de prolonger cette trêve, ils décident d'envoyer chacun des deux, donc que ce soit Rose qui a été élevée dans les enfers ou Zachary qui a été élevé au paradis, les envoyer sur Terre dans une famille au principe opposé. C'est-à-dire que Rose qui a été élevée dans les enfers va être élevée par une famille bienveillante avec beaucoup d'amour en son sein, alors que lui, Zachary, qui a été élevé par des anges dans un univers céleste, lui va être élevé par des gens au, au principe et aux mœurs un peu douteuses. Donc voilà, c'est ce qui nous est présenté. Donc là, il y a beaucoup d'opposition et de symétrie dans ce numéro, parce qu'on nous présente évidemment les destinées de Rose et de Zach. Deux personnes qui souffrent pas mal de leurs conditions, et on va voir un petit peu pourquoi, quel est le décalage par rapport à ce qu'ils ont connu. On va voir que forcément ils sont jumeaux, ils sont nés le même jour, donc ils fêtent leur anniversaire. On va voir à quel point ils arrivent à plus communier avec les animaux que peut-être la foule environnante. Elle, je crois que sa famille, les Hornsby, je crois ouais c'est ça, ils tiennent un centre de, voilà, community center, donc un centre communautaire, donc voilà quelque chose de social. Qui œuvre pas mal pour la communauté, quoi, une sorte de refuge. Et évidemment, lui c'est plutôt les pompes funèbres. Les pompes funèbres, hello. Donc on a quelque chose d'assez cliché pour le symbolisme, que j'ai pas trouvé extraordinaire. On voit aussi qu'il est un peu malheureux de sa condition parce qu'il est plutôt exploité par sa famille. Et là, il va découvrir en plus que ce qu'il mijote, c'est vraiment pas terrible, quoi. Et il voudrait un petit peu lutter contre ça, mais il ne sait pas comment faire. Quand va survenir un petit peu l'élément fantastique qu'on voit venir à des kilomètres et qui n'a honnêtement assez peu d'intérêt. J'ai un petit peu résumé mon avis sur Hornsby and Hallow. Pour moi, franchement, autant Rockefellers, du même scénariste, Peter J. Tomasi, c'était une réussite totale ce numéro 1. Pour moi, celui-là, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais ça marche pas du tout. Déjà, le principe de base, savoir, tiens, pour continuer cette trêve, cette espèce de guerre froide latente entre le paradis et l'enfer, on va envoyer nos émissaires sur Terre. Quoi? What? Pour trouver un équilibre entre le chaos et l'ordre. Ouais. Mais pourquoi pas? Et quand bien même il y a une suspension d'incrédulité de ce niveau-là, je trouve que le numéro raconte vraiment rien de très intéressant en fait. On va avoir la destinée de deux enfants qui a priori on comprend même pas en fait, on voit pas le côté infernal quoi. Je vois pas en quoi elle a été élevée dans des conditions difficiles etc. C'était l'enfer mais l'enfer sympa quoi. Et enfin, pour moi il y a rien qui va dans ce numéro 1. J'ai vraiment pas apprécié ma lecture. Je pense que je vais même plutôt arrêter là. C'est la première fois, c'est la première série Ghost Machine. Je pense que je vais pas poursuivre. J'hésite un peu. Là, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc c'est un petit peu à chaud. Je vais réfléchir un petit peu, mais honnêtement, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà. On continue avec l'univers Ghost Machine, cette fois, l'univers High Street. Ça, c'est le second printing de It Happened on High Street d'Ava. Je l'avais loupé, j'avais loupé la première impression. C'est un one-shot. Un one-shot où on nous avait déjà montré quelques pages dans Ghost Machine. Vous savez, ce catalogue preview qui était sorti au mois de janvier, qui m'avait donné énormément envie. Donc là, on va nous raconter un petit peu l'histoire d'une personne qui, suite à la pression de la société, alors évidemment elle est sur High Street, comme on en arrive là à chaque fois, vous l'avez vu dans le numéro 1 et on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, quelqu'un qui, pour qui le regard des autres est très important et c'est comme une punition, surtout quand on a des formes et que les formes ne sont pas toujours acceptées socialement. Donc elle a qu'un objectif, c'est de perdre du poids, c'est de maigrir. Alors que son mari la trouve magnifique, sa fille lui dit mais t'es magnifique maman, je te trouve belle. Ça je trouvais que c'était hyper touchant, comme quoi la beauté c'est quand même beaucoup, c'est quelque chose de très subjectif évidemment, mais surtout très normé. Et ça je trouve que ce one shot rien que là-dessus il est hyper intéressant. Du coup forcément, elle va découvrir le produit d'Ever. Et ce qui est génial c'est que sa réaction pour voir ce qu'il y a dans le pot, vous ne l'apprendrez que bien plus tard. À côté de ça, on va s'intéresser justement, parce qu'on commence en 1985, et là,
on rejoint notre époque, pour savoir un petit peu ce qu'il advient de cette famille. Il y a beaucoup de choses évidemment autour du poids. Vous avez carrément le journal intime de cette personne qui va se marier. Du coup, elle veut rentrer dans sa robe. Donc, elle met 90 jours avant le mariage. Et son objectif, c'est de perdre du poids pour pouvoir rentrer dans sa robe avec des mises au point régulières. Sachant que autour d'elle, sa famille, elle est assez flippante, que ce soit sa tante, sa mère ou sa grand-mère. Elles ont toute la peau sur les os. Et visiblement, elles ont un secret qui est assez, voilà, qui est assez louche et qui fait froid dans le dos. Donc on a vraiment un one-shot qui va nous raconter tout ça. À savoir, va-t-il y arriver par elle-même de perdre du poids ou va-t-elle être tentée par, on va dire, ce produit-là, qui a déjà été pris par certains membres de sa famille. Voilà, on a un one-shot que j'ai trouvé d'une efficacité redoutable. Hein. C'est vraiment horrifique dans tous les sens du terme. C'est la société, c'est ce qu'on peut penser des autres, hein, ce qu'ils pensent de nous. Il y a plein de choses que je trouve vraiment super intéressantes dans ce one-shot. Alors, je vais même pas donner les crédits, parce que je ne connaissais pas les auteurs. Donc, c'est Metal Shoot au scénario, c'est Leila Lace au dessin, et c'est Alex Sinclair à la colorisation. Donc, bah voilà, je vous révèle évidemment pas la chute de ce one-shot, quel est son lien avec High Street, mais voilà, tout ça pour dire que franchement, pour moi, c'est une réussite. C'est 52 pages, hein. Vous êtes pris vraiment dans le récit, même si vous anticipez un petit peu l'ironie dramatique ou l'horreur prévue et présagée, ben vraiment ce dénouement, pardon, il est vraiment très efficace. Et il y a un moment où, en tant que lecteur, on se pose vraiment des questions, on se demande ce que va faire le personnage principal, et voilà quoi. Et honnêtement, non, c'est un one-shot complètement réussi, l'exercice est complètement réussi. Donc on reste dans l'univers High Street, avec cette fois le numéro 2. Je vous ai déjà parlé du numéro 1, maintenant ça date un petit peu. Encore une fois, une cover de Evan Rice, qui je trouve qu'il est plus bel effet, quoi. Donc, vraiment extra. Donc, High Street, c'est quoi? C'est un comics scénarisé par Jeff Jones et dessiné par Evan Rice, ancré par Danny Mickey et colorisé par Brad Anderson. Donc là, rien que, regardez-moi ça, l'habillage du comics, c'est super beau. On est vraiment à l'époque, là. Donc, on suit Pranky qu'on avait déjà vu dans le numéro 1. On est en 1955. Regardez-moi ça. Franchement, Evan Rice, Danny Mickey, Brad Anderson, ça fait des merveilles, quoi. En termes de colorisation, d'ambiance, c'est fou. Et on va nous raconter un petit peu l'enfance assez terrible et désastreuse de Pip Peabody, surnommé Pranky, qu'on avait déjà aperçu, hein, toujours dans sa tenue de Boy Scout, qu'on avait aperçu évidemment dans le premier numéro de High Street, avec Mr. X-Ray. Vous vous souvenez? Donc High Street, c'est quoi? C'est un petit peu ces personnes qui arrivent dans cette rue, normalement, n'y arrivent pas par hasard, ont soit des choses à se faire pardonner, ou en tout cas, des lourds péchés, en tout cas, cachés dans le placard. Et clairement, encore une fois, là, on a Pranky qui va tendre sa toile, qui va tendre son piège à un policier. Visiblement, ce policier a pas mal utilisé son badge et son pouvoir de manière abusive. Et on va avoir une confrontation et le piège qui va se refermer. C'est un numéro que j'ai trouvé excellent. Encore une fois, d'une efficacité redoutable. On a encore une fois le principe de High Street qui nous est bien expliqué et là qui est bien décrit et qui va à fond vraiment dans l'exploitation. On a encore ceci qu'on avait déjà vu un petit peu au numéro 1. Et on va avoir une explication, une rencontre entre Pranky et un autre personnage qui nous avait déjà été révélé lors du numéro 1, je vous en dis pas plus, qui va nous apporter pas mal d'éléments en plus sur toutes les règles qui régissent un petit peu cet univers, et notamment cette rue, cette espèce de carrefour où tout peut se passer, un petit peu à la fois des âmes qui sont livrées à quelqu'un, et c'est pas les âmes de n'importe qui, ils ne sont pas choisis au hasard, eux non plus, ces espèces de... Voilà, que ce soit Mr. X-Ray, que ce soit... Miss Goodbody ou Pranky, ils sont pas choisis au hasard, et c'est ça qui est super intéressant. Voilà. Donc vraiment, cet univers de High Street, je le recommande, c'est franchement très bien, très horrifique, et à la fois mystérieux en même temps. Il y a vraiment quelque chose de très intriguant qui fait qu'on a envie de lire la suite. Je termine Image Comics et cette issue de secours par le numéro 8 de Feral, vous le savez, cette série féline par les créateurs de Stray Dogs, Tony Flix est au scénario,
Trish Forstner, Ethan Rodriguez au dessin, et Brad Simpson à la colorisation. C'est toujours une série que j'aime énormément, c'est une série régulière, on en est déjà au numéro 8. On avait vu que le numéro 7 se terminait avec un cliffhanger assez étonnant. On avait vraiment un retournement de situation total, puisque là vraiment, on allait quitter on allait quitter momentanément cette forêt pour voir autre chose, une sorte de refuge. Donc là, quand Feral rencontre Stray Dogs, on a un petit peu ça, mine de rien. Parce qu'encore une fois, on a quelqu'un qui visiblement accueille tous les chats non contaminés, et qui les nourrit, mais on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu louche qui commence à se tramer. Elsie est très méfiante. Elle y retrouve pourtant Lord, mais même Lord a l'air d'être, je sais pas lui-même, ou en tout cas, il a l'air de planer, il a l'air d'être super heureux dans cet endroit paradisiaque, et pourtant il dit attention, on est complètement libre, hein, on fait ce qu'on veut, mais il y a des règles très précises. Et là, Elsie lui dit, s'il y a des règles très précises, on n'est pas forcément libre. Donc il y a pas mal de choses qui sont très intrigantes par rapport à la maîtresse de ces lieux, la manière dont elle s'occupe de ses chats, ce qui s'y passe. Et vraiment, on a quelque chose de très intrigant. À côté de ça, il y a une porte close où on sait qu'il y a certaines personnes qui sont réfugiées derrière. Alors ça, on le voit un petit peu venir. Elsie, elle n'est pas bien maline, elle n'a pas dû suivre les premiers numéros comme nous. Et le cliffhanger, là, pour le compte, il est largement anticipable, on devine absolument ce qui va se passer. Donc bon, oui, ça a fait effet de, encore une fois, il y a de l'action qui est promise pour le numéro 9. Hein. Mais c'est pas ce qui est le plus intéressant de cliffhanger dans ce numéro, c'est vraiment tout ce qui est avant, toute cette construction, et toute cette méfiance grandissante. Mais encore une fois, Elsie, elle est un petit peu toute seule. Il y aurait bien quelqu'un d'autre, mais qui ne songe qu'à protéger ses petits. Donc vraiment, encore une fois, cette vie de communauté de chats face à cette espèce de virus qui se répand. Et maintenant, la menace, elle est à l'extérieur avec tous ces animaux contaminés. Mais elle est aussi peut-être à l'intérieur avec quelqu'un dont on doit peut-être se méfier, mais à l'insu de tous. Très intriguant. Toujours aussi agréable à lire, ce Feral. C'est vraiment un page-turner, on tourne les pages comme ça, sans s'arrêter, sans même s'en rendre compte qu'on a déjà fini le numéro. Un énorme plaisir. Donc voilà. En synthèse, franchement, énorme coup de cœur pour Absolute Wonder Woman numéro 2. J'ai adoré. Très bon début pour Justice League Unlimited. J'ai trouvé que c'était un super numéro 1. J'ai pris un énorme plaisir. Un grand Dalmora, une intrigue bien lancée. Et puis une intrigue générale, puis une menace potentielle cachée. Enfin, vraiment super intéressant. Donc on a pas mal de choses. Feral, toujours aussi agréable. High Street et Dever, vraiment que je trouve très réussi. Mais alors, deux grosses déceptions, à savoir Black Canary, je vais sûrement pas continuer. Et Hansby and Hallow aussi, j'ai trouvé que c'était très plat. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine. Merci de lâcher un petit like, vous abonner ou partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Puis ça aide la chaîne à grandir, et ça c'est très cool. On arrive bientôt aux 500 abonnés, formidable. On fera peut-être un live FAQ, un live, peut-être un issue de secours en live, qui sait, pour l'occasion, ça peut être vraiment très cool. Donc voilà, justement, je vous retrouve probablement mercredi dans l'émission d'Incredible sur la chaîne de Mindphobia, et sinon dans un prochain issue de secours, et pourquoi pas, la palle du devoir, ça fait longtemps. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, une excellente matinée. Salut, ciao!